La fierté, c'est pas ce que vous réalisez pendant que vous êtes président, c'est ce que des années après on dit finalement il l'a fait. L'attaque, c'est pas de dire il est mauvais, c'est de dire en fait il n'est pas à sa place, il n'est pas légitime, il ne devrait pas être là. Salut à tous et bienvenue sur On Time. J'ai eu l'honneur de pouvoir interviewer l'ancien président de la République, François Hollande. On a parlé de sa jeunesse, de la pression quand on est président, des critiques qu'il a reçues pendant son mandat et de comment faire renouer les jeunes avec la politique. C'est parti. En 2012, François Hollande atteint la plus haute marche du pouvoir. Mais revenons quelques années en arrière. Il est né le 12 août 1954 à Rouen, où il a suivi une partie de sa scolarité. Il est le fils d'un père médecin et d'une mère assistante sociale. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit vos parents quand vous leur avez dit que vous vouliez faire de la politique quoi? À la maison, ça parlait politique. Ouais. Je savais pas très bien à quoi ça correspondait, mais ça parlait beaucoup de Gaulle, pas de Gaulle. Mes parents n'étaient pas d'accord politiquement, donc ça permettait d'avoir un débat, si vous voulez, contradictoire devant moi. Et puis 65, tout jeune, j'ai moins de 10 ans, je vois pour la première fois une campagne présidentielle à la télévision. Nous, c'était la première fois qu'on voyait un autre personnage que le général de Gaulle. Et je vois François Mitterrand, il fait une drôle d'impression parce qu'il sort presque de nulle part. Hein. Il parle une langue que je comprends à peine, mais je me dis il se passe quelque chose quand même. Donc je m'y intéresse. Le plus important, je pense, pour toute génération, c'est la curiosité. Il faut aller chercher, il faut aller creuser, il faut essayer de comprendre. Et c'est ce qui m'a conduit progressivement à m'engager. Pour ses débuts en politique, François Hollande devient chargé de mission à l'Élysée suite à l'élection de Mitterrand en 1981. Il a ensuite été député en Corrèze et est devenu le premier secrétaire du Parti Socialiste pendant 10 ans. Et à 57 ans, le 6 mai 2012, il est élu président de la République face à Nicolas Sarkozy. C'est François Hollande qui est élu président de la République avec 51,9% des voix. Donc, quand je suis arrivé comme président, souvent on me pose la question, alors ça vous a fait quoi? Est-ce que vous avez été heureux? On est fiers, on se dit, ça va être dur. Ah oui. Parce que les paroles que l'on peut prononcer quand on est candidat, qui sont des paroles de volonté, ensuite il y a la réalité, le temps n'est pas le même. Si vous passez trop de temps à réfléchir, vous n'agissez pas, mais si vous agissez sans réfléchir, c'est un problème. J'avais fait un slogan qui s'appelait « Le changement, c'est maintenant ». Le changement, c'est maintenant. Le redressement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. Beaucoup de gens me disaient, une fois que j'ai été élu, maintenant c'est le changement. Eh oui. Donc voilà, donc j'ai senti cette pression très... Oui, vous avez senti cette pression, ouais. Très vite. C'est pas dur un peu à supporter, parce que c'est constant, quoi, ça s'arrête jamais. Non, ça s'arrête un moment quand même à la fin. Mais il y a à la fois ce que vous avez fixé comme objectif, en l'occurrence c'était la baisse du chômage, c'était la réduction des inégalités, c'était l'école. Et puis il y a les événements qui surgissent, intervenir au Mali, je ne l'avais pas imaginé, être obligé de lutter contre ce qui se passait en Syrie, Bachar el-Assad qui mettait des armes chimiques sur son propre peuple, puis après Daesh, l'Ukraine. Giscard d'Estaing, qui avait été président de 1974 à 1981, avait une formule qui était assez juste, qui était de dire être président, c'est gérer l'imprévisible. Et puis comment vous avez vécu le fait d'être constamment entouré de caméras, on contrôle un peu tous vos gestes, toutes vos paroles? Ouais, mais ça c'était nouveau quand je suis justement arrivé à la présidence de la République. Ouais. Ça a été l'explosion des réseaux sociaux et des téléphones portables qui filment toute situation. Jusque-là, un bon service de communication de l'Élysée faisait qu'on mettait des barrières, poussait les journalistes, qu'on n'autorisait que quelques caméras. Et quand il se passait un incident, il s'en passe toujours des incidents, il n'avait pas cet impact. Donc là, j'étais dans une situation où tout citoyen peut filmer. Et là, ça m'a contraint à être toujours un peu en retenue. Alors que la vie, elle est faite de liberté, quand elle est faite d'humour quand c'est possible, elle est faite de légèreté quand c'est nécessaire, même s'il faut de la gravité face à certaines situations. Donc là, chaque président est un peu contraint aujourd'hui. Ouais, complètement. Mais c'est vrai quand même que pour sortir un peu de l'Élysée, vous avez une application sur votre téléphone pour faire 10 000 pas par jour. C'était pas pour sortir de l'Élysée, c'était pour rester à l'Élysée. Parce que le problème de l'Élysée, c'est qu'on est enfermé. Michel Simès, bien connu pour donner des conseils de bonne santé, avait dit il faut faire 10 000 pas par jour. Donc je faisais mes 10 000 pas autour dans le parc de l'Élysée. 4 fois le tour, ça faisait à peu près 10 000 pas. J'aurais préféré faire mes 10 000 pas ailleurs, envie de regarder la vie tout simplement. C'est un des problèmes du pouvoir, c'est que le risque de l'isolement est toujours très grand. Mais il m'arrivait quelquefois de m'échapper quand même. Ah oui. Mais même depuis la fin de votre mandat, j'imagine que vous n'êtes pas tranquille, quoi. Vous pouvez pas aller n'importe où sans être protégé. Il y a toujours une protection, Toujours. beaucoup plus légère Oui. quand même. Mais les gens sont beaucoup
plus accueillant Oui, quand on n'est plus au pouvoir. c'est vrai. François Hollande, pendant son mandat, c'est aussi des séquences cultes. Be courageous, be you, be proud of you, because you can do what we want to do. En tout cas, les Français ont remarqué que vous avez beaucoup d'humour. Nicolas Sarkozy. Ah bah ouais, tu ne verras plus. Quel est votre souvenir le plus drôle en politique? Des souvenirs de rire étouffé dans les débats, par exemple. Quand on a envie de rire, on ne peut pas rire. Là, je parle quand j'étais président, où on est reçu par des chefs d'État, où le protocole, la Marseillaise qui est quelquefois entonnée de manière étrange, vous avez envie de sourire, vous essayez d'éviter même de partager le regard d'un autre, mais heureusement qu'il y a ces scènes cocasses. Heureusement qu'il y a, malgré toute la lourdeur de la charge, des situations qui effectivement, prêtent à étouffer un rire. Non, il vaut mieux étouffer un rire que étouffer une promesse. Oui, complètement. Et vous, comment vous preniez les critiques qui s'adressaient directement à vous, quoi, à votre personne? Bah, c'est désagréable, c'est des critiques généralement qui portent ou sur le physique ou sur la cravate. Celles-là, elles sont de l'ordre de la caricature. Oui. Non, les critiques les plus féroces, c'est celles qui vous touchent en tant que responsable, c'est-à-dire vos capacités, de vos compétences, ce qui vous met en doute, votre légitimité, parce que c'était ça, en fait, l'attaque. L'attaque, c'est pas de dire il est mauvais, c'est de dire en fait il n'est pas à sa place, il n'est pas légitime, il ne devrait pas être là. Et ça c'est toujours la droite par rapport à la gauche, a toujours porté cette dénonciation. Finalement, la gauche ne vient que par effraction, elle vient que par hasard, elle vient parce qu'on s'est divisé, la droite. Il y a une autre critique qui est rigoureusement inverse de celle-là, c'est en fait, vous avez été élu pour changer, et puis vous ne changez pas. Donc vous êtes un traître à la parole que vous avez prononcée, et surtout aux électeurs qui vous ont fait confiance. Ça touche aussi. Ah oui. Donc soit vous êtes illégitime, soit vous êtes un traître. Ah ouais. Donc en fait, il vaudrait mieux ne pas gouverner, restez chez vous. Le mariage pour tous, l'accord sur le climat, la baisse du chômage, la lutte contre les attentats terroristes, ce sont des moments forts du mandat de François Hollande. Mais en 2017, il annonce ne pas être candidat à sa succession, une première dans l'histoire de la politique française. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que vous vous souvenez de votre dernier jour à l'Élysée? Très bien. Ah oui? Généralement, on se souvient du premier et du dernier. J'avais encore des parapheurs sur mon bureau, c'est-à-dire que je pouvais signer comme président jusqu'à 11h. Ah oui? Et puis, une fois que Emmanuel Macron, en l'occurrence, s'est installé, je n'étais plus président. Mais c'est ça, la démocratie. Oui. Mais du jour au lendemain, de plus avoir de pouvoir, est-ce que ça vous a fait un choc quand même? Bien sûr. Je m'y préparais aussi. Oui. C'est pas cette espèce de voracité, d'appétit du pouvoir qui, moi, m'animait. Mais c'est que vous êtes plein d'activités jusqu'à la dernière seconde. Oui. Et puis après, vous sortez. Quelle est la responsabilité d'un ancien président? Si, il peut aller siéger au Conseil constitutionnel, devenir un sage. C'est vrai. Mais c'est cette question-là. Comment être utile quand on n'est plus président? Et donc du coup, comment vous faites pour être utile aujourd'hui? Donc ce que je fais, au-delà de la fondation que je préside, pour soutenir les initiatives citoyennes, sociales, écologiques et innovantes, je vais dans les établissements scolaires, dans les universités, écrire des livres. La réflexion, elle n'est utile que si elle est transmise, si elle est partagée. Complètement. Pour être soi-même un puits de science, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Selon l'IFOP, 41% des 18-24 ans se sont abstenus aux dernières élections présidentielles. Un désintéressement des jeunes avec la politique qui doit changer. Comment concrètement les faire renouer avec la politique? Ce qu'il faut, c'est leur donner envie de se déplacer pour aller voter. C'est pas en facilitant les conditions du vote, même s'il faut toujours y travailler. C'est pas en disant ça serait mieux si on votait de manière électronique chez soi. Non. Le vote, ça doit être un enthousiasme, une espérance. Donc c'est plutôt aux partis politiques de donner les conditions pour que des jeunes, pas simplement des jeunes d'ailleurs, viennent voter, aient envie de voter. Est-ce qu'ils avaient envie de voter à une élection présidentielle, même au deuxième tour, quand il s'agissait de voter simplement contre? Est-ce qu'il est utile de voter quand on ne sait pas ce que les partis proposent dans une élection législative? Bon, voilà pourquoi je pense qu'il faut les mettre dans une situation telle que je l'ai connue moi-même quand j'avais 20 ans, où on avait envie de voter, c'était en 1981, parce qu'on pensait qu'il y avait un changement possible.
Justement, à 20 ans, est-ce que vos amis ils suivaient la politique? Quand j'avais 20 ans, il y avait l'élection présidentielle de 81 qui se profilait, et il y avait Coluche, il était lui-même candidat, où il a fait exprès d'ailleurs de laisser penser qu'il pouvait l'être pour dire, vous voyez, la politique c'est pas ce qui nous enchante, ce qu'il faut pas tout balayer, et il y avait un certain engagement derrière Coluche d'ailleurs. Je prends les voix des abstentionnistes, personne ne les a jamais eus. Moi je fais acte de civisme. À chaque génération, il y a toujours un doute sur la politique, une espèce de même de rejet de la politique, ça remonte à très loin, où il y avait un chanteur qui s'appelait Balavoine, et on peut le retrouver sur les réseaux sociaux, qui avait interpellé Mitterrand, qui était à l'époque dans l'opposition. Il disait, mais ça sert à quoi d'aller voter? La jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française. Et donc c'est toujours la même question qui est posée. Ce qui compte, c'est pas la question, c'est la réponse. Merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo avec François Hollande. C'était une chance de pouvoir le rencontrer, donc j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire. Et surtout, pensez à vous abonner parce que le 30 juillet, je vais publier la version longue de cette interview avec des moments exclusifs. Allez, à la prochaine. Les réseaux sociaux, ça peut avoir un impact, vous en êtes la preuve, beaucoup plus grand que de passer à la télé.